Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Cette semaine, nous sommes du côté de Pralognan-la-Vanoise pour parler de photographie de faune sauvage. Il sera bien sûr question d'un bel itinéraire dans les parages, sans oublier la Minute Matos et les plus belles images du web. Et ça commence tout de suite. Bienvenue dans Destination Montagne. Nous nous sommes donc arrêtés dans ce vallon de la Glière pour observer les animaux, chamois, bouquetins et autres renards, lièvres variables et même gypaètes barbus qui nichent dans les parages. Mais pour l'heure, on va partir sur le topo de la semaine qui nous emmène un peu plus loin, direction la Grande Casse. Et oui, tant que nous sommes à Pralognan, difficile de passer à côté du point culminant de la Savoie. La Grande Casse et ses 3855 mètres en ont fait rêver plus d'un. Il s'agit là d'une course de haute montagne, alors une fois n'est pas coutume, je n'insisterai pas sur la prudence et sur l'équipement nécessaire, mais je n'en pense pas moins. En ce qui concerne l'ascension, je conseille de dormir au refuge de la Vanoise derrière le lac Long à 2500 mètres d'altitude. Dès les premières heures du jour, on part dans les premières pentes, plutôt faciles, mis à part un court ressaut à 45 degrés aux alentours de 3000 mètres. On rejoint ainsi la base des grands couloirs, voie normale de la Grande Casse. Montez alors la belle face, bien large, sur 300 mètres, inclinée à 42 degrés pour sortir, normalement coïncidant avec l'arrivée du soleil au col des grands couloirs à 3600 mètres. S'ensuivent 250 mètres de dénivelé, tout tranquille, avant la courte mais aérienne arête finale et son panorama magique dominant l'intégralité du département savoyard. Nous continuons d'évoluer dans ce décor magnifique à la découverte des espèces emblématiques de ce parc national de la Vanoise dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Mais tout de suite, le dossier de la semaine va nous emmener côté Mauriennais, à Valloires plus précisément, pour s'intéresser à la fréquentation à l'occasion des vacances de février qui, loin de casser tous les records, a au moins le mérite de redonner le sourire aux commerçants. Depuis l'arrivée des vacanciers, les commerçants et hôteliers de Valloires ont retrouvé le sourire. Les problèmes d'enneigement aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. On préfère se concentrer sur la manne des vacances de février, synonyme ici de plus d'un tiers du chiffre d'affaires de la saison. Actuellement, à peu près 1600 paires de sorties pour la semaine. Ça fait quand même quelques années que Noël et jour de l'an n'est pas très bon. Donc il faut faire attention. Alors après, janvier, ça a été pas mal, mais on a aussi eu ce manque de neige qui a duré dans le mois de janvier. Donc même si là, cette semaine, elle est très très bonne, oui, il faut prendre en compte un peu les débuts de saison un peu difficiles depuis quelques années. Le parc de matériel est donc quasiment intégralement de sortie et même si la mode de la réservation des séjours à la dernière minute via Internet perturbe sensiblement les calendriers prévisionnels, tout le monde s'y retrouve. C'est sûr que ce sont des périodes charnières, je dirais, qui nous font basculer une saison d'un côté positif ou négatif. Là, c'est vrai que les vacances de février, les 4 semaines sont bien remplies, donc économiquement parlant, c'est aussi un soulagement pour cette saison, c'est vrai qu'il a attaqué de manière un peu compliquée au niveau de l'enneigement, même si ici sur Valloires, on était bien lotis. D'ailleurs, la station de Valloires compte bien transformer l'essai via les périodes de mars et d'avril qui semblent également prometteuses en termes de réservation, quitte à rattraper les fêtes de Noël. On a pris très peu de retard et il n'est pas, justement, on a encore de sérieuses chances de rattraper le retard de début de saison. Et puis derrière s'annonce un très très bon mois de mars. Et puis les réservations continuent au fur et à mesure. Et puis on espère aussi faire un bon mois d'avril. Véritable rush de la saison, les vacances de février tiennent donc toutes leurs promesses. Une période qui, loin d'être boudée par les Français, peut donc définir à elle seule la qualité d'un hiver et son chiffre d'affaires.
Belle bête, hein. Je parle pas du Dahu que je viens de spotter un peu plus haut, mais bien de la Minute Matos de cette semaine. Attention mesdames et messieurs, la Minute Matos revient encore de l'ISPO de Munich et vous présente un autre lauréat de ce salon incontournable de l'outdoor. La Fenix 5 série de chez Garmin est probablement la montre GPS multisport la plus évoluée du moment. Ces nouveaux modèles disposent d'une autonomie longue durée pour être portés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les montres offrent un suivi d'activité quotidien et de nombreuses fonctions connectées. Dotée de cartes topographiques Europe préchargées, la Fenix 5 intègre un altimètre barométrique, une boussole 3 axes et un gyroscope. Elle est étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur et dispose de nombreux profils adaptés à la course à pied, au trail, au cyclisme, à la natation, au ski et à plusieurs sports nautiques. La Fenix 5 mesure la fréquence cardiaque, la vitesse, la distance ainsi que toutes les autres données de cyclisme une fois couplées à un capteur de puissance. Pour les nageurs, la montre enregistre leur distance, le nombre de mouvements et bien d'autres choses. Le mode ski vous offre un accès rapide à la vitesse, à la distance, au dénivelé et à un compteur automatique de descente. La bestiole est déjà disponible à la vente, il vous en coûtera entre 600 et 900 € selon les options et la taille choisie. Nous sommes donc toujours dans ce vallon de la Glière avec Pierre Descottes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnateur en montagne et passionné de photos. C'est vrai que ces deux activités vont un peu de pair ici dans un secteur comme celui-là où on peut vraiment joindre l'utile à l'agréable. Oui, absolument. Ça serait dommage d'être dans un parc national et pas être barjot de photos comme je le suis. Alors, chaque semaine, vous encadrez quelques groupes pour les mener au plus près, au plus proche possible de tous ces animaux emblématiques. Et est-ce qu'il y a des petites choses à savoir, des petites astuces pour prendre des belles photos, s'approcher au plus près des animaux, mais sans pour autant les déranger? Il y a un petit peu des astuces parce que quand on vit là à l'année, on connaît un petit peu les coins où se retrouvent les animaux. On a un peu de facilité quelque part parce que je dirais on n'a pas beaucoup de mérite, mais enfin bon, il y a un facteur chance énorme. Hein, c'est quand même pas une science infuse, mais nous on connaît quand même bien leur coin, donc on sait quand on a des passionnés de photos et d'animaux, on dit bon, on va là, on assure le coup. Et en principe, on est rarement bredouille quand on vient dans ce vallon-là. Le parc, l'entrée est tout de suite là, les limites sont juste au-dessus de nous, donc en principe on est vraiment là où il faut. Alors, quand on arrive sur un site, quand on commence à avoir des animaux, est-ce qu'il y a une marche à suivre, un protocole pour s'approcher ou pour prendre une belle photo? Qu'est-ce qui fait un bon cliché déjà? La chance en premier. La photo, c'est la chance. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Hein. La chance, la connaissance du milieu, puis la discrétion. Apprendre aux gens à être discrets et puis surtout pas à déranger, ne pas déranger la faune, quoi. Déjà, souvent, elle est en condition de survie l'hiver quand il fait des conditions extrêmes. Donc, on ne va pas aller leur courir après pour essayer de faire la photo du siècle. On essaye de s'effacer et voilà. Il ne faut pas qu'on soit une contrainte pour eux. Et puis, si la chance est là, ça marche. Sinon, on revient. Alors là, vous avez un groupe justement qui l'a tout de suite compris, hein, qui ont beau être un peu habitués, amateurs éclairés de photographie, ils sont tout de suite mis dans le moule et dans l'optique justement de ne pas déranger, du respect à la nature. C'est aussi une part importante de votre métier. C'est vrai qu'on est quand même un peu obligé d'insister sur le facteur dérangeant que nous sommes maintenant. En plus raquettistes, là, il y a les skieurs de randonnée, les raquettes. Maintenant, ce milieu montagnard et limite haute montagne est de plus en plus fréquenté. Surtout quand il y a des remontées mécaniques piétons pas très très loin. Donc les animaux sont tout le temps obligés de fuir. Il y a quelques années en arrière, on voyait encore un peu de lagopède ici, tu vois, la perdrix des neiges. Maintenant, c'est fini. Enfin, j'en ai pas revu depuis des années déjà. Parce que la montagne est malheureusement surfréquentée. Alors quelque part, c'est chouette, c'est bien d'ouvrir tout ça un peu au commun, mais il faut savoir qu'on est aussi prédateur, on dérange et voilà, il faut qu'on reste humble et discret. Et ça fait partie de notre apprentissage, à mon sens. Alors, humble et discret, c'est vrai que c'est un peu le fer de lance de la montagne, du comportement à avoir en montagne. Et le tout, bien sûr, en sécurité, puisqu'on évolue en bas de pentes qui sont quand même avalancheuses. Il faut quand même garder une certaine précaution. Ouais, alors ça c'est une grosse partie de mon boulot aussi, enfin comme je le conçois tout du moins, c'est de sensibiliser les gens à la sécurité parce que je suis outré de voir tous les jours ce qui se passe en montagne et parfois même en haute altitude, on croise des fois des gens en moon boots à 2500 mètres parce que ils ont vu un panneau refuge et ils montent n'importe quand, n'importe comment, sans aucune notion, sans aucune connaissance. Et moi, les gens qui passent entre mes mains, je peux vous garantir que
Je leur mets un peu la trouille au ventre le matin avant de partir. Des fois, ça les bloque un petit peu. Mais j'ai un langage un petit peu alarmiste sur la Sécu volontairement pour essayer de les responsabiliser. Je ne sais pas le faire autrement que de leur mettre un petit peu la trouille le matin avant qu'on démarre. Parce que Ils le comprennent ça justement? Oui, mais il faut rabâcher. Rabâcher, c'est impressionnant, quoi. On oublie vite les notions basiques qui sont élémentaires. Ne serait-ce que quand on traverse une zone à risque, eh bien, ne pas être agglutinés tous en même temps comme un troupeau de moutons, mais ça on le voit tous les jours. Et puis que les gens soient bien équipés et du bon matériel. Et ça concerne les vacanciers et touristes à l'occasion de ces vacances de février, mais également les locaux, qui ont tendance à oublier un petit peu les règlements. Absolument, oui. On a l'impression que les locaux, un petit peu, ils ont l'air de, parfois avoir tendance à dire que on est du coin, on connaît, c'est chez nous, on est chez nous, on connaît. Et puis, on prendra pas d'ARVA, on prendra pas le matériel de sécurité, puis voilà, on y va, quoi. N'importe quand, n'importe comment. Et je trouve que ces hivers un petit peu où l'enneigement est moindre, on le ressent énormément, c'est pas parce qu'il y a moins de neige qu'il y a moins de risques. La neige, elle est super dangereuse, super merdique, et c'est pas parce qu'on a peu de quantité accumulée dans les pentes que le risque zéro n'existe pas, comme on dit. Et voilà, je trouve que notre rôle, il faut déjà avant tout commencer par l'éducation à la sécurité. Et on vous le répète chaque semaine, prudence en montagne. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Et encore une fois, attention, sortez couverts en montagne et sortez avec prudence. À très vite sur 8 Mont Blanc. Qu'est-ce qui amène une championne de bloc en expédition sur une grande voie dans la jungle polynésienne? Angie Payne a délaissé sa zone de travail habituelle pour vivre un voyage hors du commun en compagnie de l'explorateur Mike Libecki. Une paroi inaccessible, vierge, couverte de boue et de végétation, c'est le cadre idéal pour une aventure humaine exceptionnelle. On ne vous présente pas le trailer de Pucama, notre coup de cœur de la semaine, uniquement pour le plaisir des yeux, mais aussi parce qu'il fait partie de la sélection de Montagne en scène. À partir du 30 mars, le festival itinérant du film de montagne est en tournée en France, Royaume-Uni, Suisse et Belgique. Tous les renseignements sur la programmation et les villes de passage sont disponibles sur le site montagneenScène.com. En attendant l'événement, vous retrouverez comme d'habitude votre émission sur sa page Facebook et le replay de 8 Mont Blanc. À la semaine prochaine. Turn away, you never do what you say. Jungle mayhem ahead, just mystery completely. And you know what mystery brings. Brings adventure. Words can't even explain what we just went through following Mike. This is what was holding me in. This is maybe the most miserable thing I've ever done in my life. Mud, anger, expletives. It's funny that the moments in life you're the most proud of often break you before they build you back up again. Umak.